Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Dans cette partie de la formation, nous allons aborder la partie programme. Nous allons voir comment créer notre premier programme, comment manipuler le langage ladder ainsi que le langage FBD, et nous verrons aussi comment appeler de sous-programmes ainsi que l'utilisation de quelques blocs fonctions et quelques fonctions standards et communes dans le domaine de l'automatisme industriel. Alors nous supprimons le fichier de variable persistante qui ne nous est pas utile pour ce programme. Notre fil conducteur sur ce chapitre ainsi que sur les prochains sera la réalisation d'un programme permettant de piloter un actionneur et plus précisément un moteur. Et donc dans cet exemple, en fait, nous récupérerons le retour de marche provenant du contacteur pilotant notre moteur. Nous récupérerons son défaut, qui pourrait potentiellement être magnétique ou thermique, et nous lui enverrons un ordre de marche par l'intermédiaire d'une sortie tout ou rien. Tout au long de ce chapitre ainsi que des suivants, nous allons développer ce petit programme et le faire évoluer au fur et à mesure de programmes en blocs fonctionnels, puis par la suite nous verrons la mise en place d'une visualisation pour créer une IHM autour de ce petit programme, et puis nous verrons ensuite comment standardiser cette IHM afin de dupliquer ce moteur 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, si nécessaire, pour des applications un petit peu plus importantes. Alors nous allons créer les variables essentielles à notre programme, donc xCDE de type bool qui sera la variable de pilotage de notre moteur, xAlarm aussi de type bool qui sera la synthèse d'alarme de notre moteur, c'est-à-dire les alarmes potentielles qui pourraient apparaître, ce serait en cas de défaut sur notre moteur, donc on a une entrée défaut, ou alors en cas de discordance entre l'ordre de marche et le retour de marche renvoyé par notre entrée XDI rétromoteur. Donc justement, afin de bien décomposer notre fonctionnement, nous allons aussi créer cette variable xDiscordance. Et pour terminer, nous allons pouvoir créer une variable xACQ qui servira potentiellement à faire un acquittement d'alarme au cas où nous voudrions conserver l'état actif de l'alarme après sa disparition. Alors nous allons placer un contact ainsi qu'une bobine sur notre première ligne de programme et démarrer par quelque chose de basique, c'est-à-dire piloter notre sortie en fonction de notre variable xCommand. Donc comme vous le voyez, vous pouvez glisser les éléments de langage à contact sur votre première ligne et aller ensuite sélectionner la variable concernée. Donc au choix, si vous connaissez la syntaxe de votre variable, vous pouvez écrire directement le nom de la variable au-dessus de l'élément, ou alors aller la rechercher grâce à l'explorateur de variables qui est accessible soit par les 3 petits points au bout du champ de saisie, soit en appuyant sur la touche F2 qui permet d'ouvrir l'explorateur de variables. Nous allons ensuite calculer notre discordance entre l'ordre de marche et la rétroinformation. Comme vous le voyez, quand vous glissez des contacts, vous avez les éléments de connexion qui apparaissent, donc les petits losanges, ils apparaissent justement aux endroits où vous êtes autorisé à aller glisser votre élément. Donc dans notre cas, nous allons choisir XDI rétromoteur qui sera raccordé en série avec XCDE, et comme vous pouvez le voir, nous avons mis un contact inversé. Comme ça, lorsque nous avons le retour de marche mais que nous n'avons pas la commande, il s'agit d'une discordance, ou alors lorsque nous avons la commande mais pas le retour de marche. Donc lorsque nous glissons des contacts en parallèle, pareil, l'éditeur nous autorise à placer nos contacts à certains endroits, donc comme dans ce cas, il faudra déplacer le retour de marche pour avoir nos 2 séries de contacts bien en parallèle. Lorsque vous souhaitez inverser un contact normalement fermé en normalement ouvert, ou l'inverse, vous pouvez tout simplement faire un clic droit sur ce contact et puis cliquer sur l'élément négation en bas de la fenêtre, ce qui inverse la logique de ce contact.
Il est bien sûr possible d'utiliser l'autocomplétion en utilisant le raccourci Alt-Espace pour autocompléter les noms que vous avez saisis dans l'éditeur. Afin de filtrer notre détection de discordance, nous pourrions rajouter une temporisation de filtrage. Par exemple, si le retour de marche du moteur mettait les quelques millisecondes de trop à remonter sur l'automate, la discordance pourrait être détectée alors qu'elle n'est pas nécessaire. Donc nous pourrions envisager de filtrer cette détection avec une temporisation. Et donc pour ce faire, nous allons aller dans les éléments de langage à contact et nous allons retrouver au milieu les temporisations de type TON ou TOFF. Et dans notre cas, nous allons prendre une tempo de type TON que nous allons retrouver dans les éléments de langage à contact, donc juste au-dessus de la tempo TOFF. Donc nous allons prendre cette temporisation et la glisser jusqu'à la suite de notre série de contacts. Alors on remarque que l'éditeur nous propose de saisir un nom au-dessus du nom du bloc Theon. Donc ce nom est un nom d'instance car le bloc Theon est un bloc fonctionnel qui doit être instancié dans l'application. Donc nous allons lui donner un nom et puis valider. Comme pour l'ajout d'une variable, Codesys nous ouvre le pop-up de déclaration de variable dans lequel il nous a présaisi le nom que nous avons saisi, et dans le type nous retrouvons Theon en fait, car Theon est le type du bloc fonctionnel, donc c'est comme si nous instancions une variable, sauf que cette fois-ci nous instancions un bloc fonctionnel. Donc nous n'avons plus qu'à valider, et il va se déclarer dans les variables locales de notre programme. Certaines broches de notre bloc fonctionnel Theon se sont raccordées automatiquement lorsque nous avons glissé le bloc sur notre programme. Cependant, nous ne connaissons pas forcément la signification de chacune des broches de notre bloc fonctionnel, et dans le cadre de d'autres types de blocs fonctionnels plus complexes, nous ne sommes pas censés toutes les connaître. Donc nous allons nous rendre directement dans le gestionnaire de bibliothèques, là où sont appelées les bibliothèques standards ou spécifiques que vous auriez pu importer. Et nous allons regarder comment obtenir un petit peu plus de détails sur le fonctionnement d'un élément que nous voudrions placer sur notre programme. Donc nous allons sélectionner la bibliothèque standard qui a été importée à la création de votre projet. Et dans l'arborescence un petit peu plus bas, nous allons pouvoir, dans Timer, trouver notre tempo Theon. Sur la partie en bas à droite de la fenêtre, nous retrouvons trois onglets, les entrées-sorties, donc qui, comme son nom l'indique, listent les broches d'entrée et de sortie de cet élément. Donc on va retrouver le nom de la broche, son type, et un commentaire sur la droite qui permet globalement, en quelques coups d'œil, de comprendre assez rapidement, normalement, le fonctionnement de l'élément. Nous allons aussi retrouver une vue graphique de notre élément, ce qui permet de se représenter ce à quoi il ressemblera une fois placé dans le programme, et puis un onglet documentation dans lequel on va retrouver des paragraphes et quelques schémas permettant de mieux comprendre les détails de son fonctionnement. Donc dans notre application, les deux broches qui nous restent à raccorder sont la broche PT et la broche ET. Donc PT comme Preselected Time et ET comme Elapsed Time qui correspond au temps de présélection et au temps écoulé. Donc ce sont deux variables de type time, donc avec une syntaxe que nous allons pouvoir saisir sous la forme de T dièse 1S, 2S ou 3S selon le temps en secondes que nous voulons affecter. Donc dans notre cas, celle qui va nous être le plus utile, c'est surtout la variable pt qui correspondra à la présélection du temps, de la durée de notre temporisation.
mais la variable ET, elle, nous donne surtout le temps écoulé depuis le démarrage de la tempo, et dans notre cas, nous pourrons supprimer cette broche qui est simplement une broche de sortie du bloc fonctionnel et qui n'est pas obligatoire de conserver. Maintenant, nous allons nous connecter à l'automate et remettre l'automate en marche afin de tester ce petit programme et de voir que les interactions avec nos différents contacts permettent bien de faire agir et réagir notre programme en fonction des différents changements d'état. Donc pour écrire la variable CDE, qui correspond à la commande de notre moteur, nous allons double-cliquer sur le contact. Nous allons remarquer que le petit élément en bleu qui indique true, précisant que le prochain état qui sera affecté au contact lorsque nous aurons écrit ou forcé la valeur. Et donc dans le menu débogage, nous allons pouvoir choisir d'écrire cette valeur. Et donc on constate le bon fonctionnement de notre détection de discordance ainsi que la tempo de filtrage qui retarde le passage à 1 de notre bobine. Alors maintenant que notre programme fonctionne, nous allons potentiellement vouloir l'isoler du programme principal afin de séparer cette fonctionnalité de futures fonctionnalités que nous pourrions créer. Donc nous allons créer un nouveau programme que nous allons appeler gestion moteur. Et pour ce faire, au niveau de notre application, nous allons faire clic droit, ajouter un objet et nous allons sélectionner l'élément POO. Alors pourquoi l'élément POO? Sa signification, ça veut dire programme organisation unit, et c'est ce qui nous sert à déclarer un nouveau programme, une nouvelle fonction ou un nouveau bloc fonctionnel. Donc nous allons pouvoir saisir le nom que nous souhaitons donner à notre programme, nous allons l'appeler gestion moteur, nous allons pouvoir cocher la case correspondant à ce que nous souhaitons créer, un programme, un bloc fonctionnel ou une fonction, dans notre cas ce sera un programme, et ensuite dans la liste déroulante tout en bas, nous allons pouvoir sélectionner le langage à utiliser pour la programmation de cette partie, et donc nous allons rester dans le langage à contact, l'ADER. Nous allons maintenant sélectionner les éléments que nous souhaitons déplacer. Donc vous pouvez utiliser la touche de Shift pour sélectionner plusieurs éléments de votre programme. Ensuite, nous allons le copier et nous allons nous rendre dans notre gestion moteur pour coller les éléments à déplacer. Nous allons répéter la même opération pour les variables, tout en prenant soin de laisser la variable xalarm et xaseq dans notre programme principal PLC-PRG, car c'est à cet endroit uniquement qu'elles sont utilisées. Alors vous pouvez remarquer que notre variable xDiscordance est soulignée en rouge, car l'éditeur ne retrouve pas cette variable en tant que variable locale, car forcément cette variable xDiscordance a été déplacée dans notre programme de gestion moteur. Il va donc falloir préfixer le nom de cette variable par le nom du programme dans lequel elle est stockée. De la même manière que nous avons créé un programme dédié à la gestion des moteurs, nous allons créer un sous-programme dédié à la gestion des alarmes, dans lequel nous allons déplacer notre condition. Et alors cette fois-ci, pour changer légèrement par rapport au langage précédent, nous allons utiliser le langage de type FBD. Alors ce langage a quand même l'avantage de faciliter un petit peu la lecture dans le cas d'utilisation de blocs fonctionnels disposant de beaucoup de broches d'entrée-sortie. Cela évite d'avoir en visuel tous les contacts en entrée et en sortie du bloc fonctionnel.
Alors notre programme est maintenant réorganisé, cela simplifie un petit peu la lecture et la structure de notre programme. Cependant, nos deux sous-programmes de gestion des alarmes et de gestion des moteurs ne sont encore appelés nulle part. Notre programme PLC est vide et donc nous allons maintenant procéder à l'appel de ces deux sous-programmes, car le seul programme pour l'instant appelé dans notre application, c'est le PLC PRG, car c'est ce programme uniquement qui est appelé par le gestionnaire de tâches, et donc c'est depuis ce programme que nous allons devoir appeler nos sous-programmes. Alors pour appeler un sous-programme, il suffit simplement de glisser un module dans l'application, d'aller saisir le nom de ce programme dans le champ de saisie correspondant au nom du module, ou alors tout simplement via les trois petits points ou via la touche F2, d'afficher l'aide à la saisie qui nous permettra d'aller sélectionner l'élément à appeler. Donc pour rappel ou pour explication de cette fenêtre d'aide à la saisie, elle est divisée en deux parties. Donc sur la gauche, vous allez pouvoir sélectionner l'élément, le type d'élément que vous cherchez. Si vous cherchez un bloc fonctionnel, un module ou une fonction, un mot-clé ou un élément de conversion. Donc dans notre cas, nous souhaitons appeler un sous-programme ou un module plus précisément. Et donc en sélection module, la fenêtre de droite est donc filtrée en fonction du type d'élément que nous avons choisi d'afficher. Donc dans notre application, nous allons retrouver du coup tous nos modules. Donc dans notre application, nous allons retrouver notre gestionnaire d'alarme ou notre gestionnaire de moteur. L'exécution de votre programme ladder se déroule de haut en bas. Donc en fonction de l'ordre d'exécution que nous choisissons, nous allons placer d'abord le programme d'alarme ou d'abord le programme de gestion des moteurs. Dans notre cas, il n'y a pas forcément d'importance, mais ça peut être décisif dans le fonctionnement d'une application. Alors pour compléter cet exemple, nous allons setter la variable xAlarm afin qu'elle ne repasse pas à 0 en cas de disparition du défaut. Dans ce cas, il nous faudra la repasser à 0 manuellement. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner la broche sur laquelle est raccordée la variable xAlarm, et en effectuant un clic droit, nous pourrons cliquer sur définir ou réinitialiser, ce qui permettra de transformer cette simple affectation en set. Et donc en utilisant la variable xACQ, qui était censée nous permettre d'acquitter notre alarme, nous allons faire l'opération inverse et resetter notre variable. Donc étant donné que nous sommes dans le langage FBD, il n'est plus question d'utiliser des contacts et des bobines pour effectuer notre affectation. Nous allons donc utiliser un bloc move qui lui ne fait que recopier sa broche d'entrée sur sa broche de sortie. Donc en broche d'entrée, nous allons placer la variable xACQ et en broche de sortie, nous allons placer la variable xAlarm sur laquelle nous allons affecter la fonctionnalité de reset pour forcément la repasser à 0 lorsque l'on détecte l'activation de xACQ. Nous allons maintenant tester notre programme. Pour cela, nous allons nous connecter à l'automate et forcément Codesys va nous proposer de recharger notre application car nous avons fait des modifications depuis la dernière fois. Donc nous aurions potentiellement le choix de faire un changement en ligne. Dans notre cas, nous allons télécharger l'application, ce qui occasionne forcément le passage par l'état arrêt de notre programme. Nous le passerons donc en run une fois chargé. Comme vous avez pu le remarquer, lors du chargement de la proposition de rechargement du programme, une case à cocher apparaît en vous proposant d'actualiser le projet de démarrage. En fait, dans Codesys, le projet de démarrage permet d'écrire en dur votre programme dans l'automate. Tant que ce projet de démarrage n'a pas été effectué, en cas de redémarrage de l'automate, votre application sera perdue. Donc si un projet de démarrage a déjà été fait par le passé, votre application redémarrera sur cet état passé. Donc cette fonctionnalité peut être un piège si vous l'oubliez, mais elle est surtout un gros avantage si vous la maîtrisez, car lorsque vous venez faire des modifications sur site, tant que vous n'avez pas coché cette case, vous pourrez très facilement repartir sur la version précédente qui était chargée dans le programme dans l'automate. Donc nous pouvons retester le fonctionnement de notre application. Donc quand on pilote notre moteur, au bout d'un certain temps,
le défaut arrive, notre alarme passe à 1, et lorsque l'alarme disparaît, lorsque le défaut disparaît, l'alarme reste à 1 tant que vous ne l'avez pas acquitté. Alors nous allons encore compléter un petit peu notre programme en créant un autre sous-programme de statistiques qui sera destiné à compter le nombre d'alarmes et compter aussi le nombre de démarrages de notre actionneur. Donc pour cet exemple, nous allons faire nos comptages de manière différente. Donc le premier, nous allons le faire avec le bloc compteur. Comme vous le voyez dans les éléments du langage à contact, vous avez un élément qui s'appelle CTU, compteur vers le haut. Donc nous allons le placer sur notre programme et regarder un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne afin de mettre en place notre comptage de nombre de démarrages. Comme pour le bloc de temporisation, nous allons instancier notre bloc de comptage. Et ne connaissant pas la signification de chacune des broches, nous allons donc nous rendre, comme précédemment, dans le gestionnaire de bibliothèque, afin de regarder le fonctionnement de ce bloc et d'identifier l'utilité de chacune des broches du bloc fonctionnel. Alors, nous pouvons constater que la première broche CU permet de détecter le front montant pour l'incrémentation de notre compteur. La deuxième broche reset, comme son nom l'indique, doit resetter la valeur du compteur. La troisième PV indique la limite haute pour l'incrémentation, donc nous pouvons définir une limite à ce compteur. La sortie Q passe à vrai si la limite est atteinte, et la dernière sortie nous donne la valeur actuelle du compteur. Voilà. Donc comme dans pas mal de blocs fonctionnels Codec, la simple documentation des entrées-sorties permet de dégrossir le fonctionnement de l'élément. Donc nous allons raccorder la sortie pilotant notre moteur sur l'entrée de comptage, créer une variable locale pour la remise à zéro du compteur, et puis saisir directement, dans notre cas d'exemple, la valeur maximum que nous voulons affecter à notre compteur. Dans ce cas, nous avons saisi 10 000. Cela dépendrait surtout de votre application après. Alors nous allons ensuite raccorder la sortie CV sur une variable que nous allons créer. Et dans notre cas, nous allons définir cette variable en tant que variable retain persistante afin que la valeur de notre compteur soit conservée à la coupure de l'automate ou au rechargement du programme. Donc comme vous le voyez, nous avions supprimé précédemment le fichier de variable retain persistante, et donc là, directement depuis la fenêtre de déclaration, nous pouvons lui indiquer de recréer un fichier de variable retain persistante, dans laquelle sera déclarée notre variable WCPT marche, qui sera le comptage du nombre de marches. Alors un petit détail quand même à ajuster, c'est que Codec n'a pas automatiquement rajouté le préfixe devant la variable de nombre de marches, donc il faudra ressaisir le préfixe avec le nom du fichier de variable retain persistante, là, qui dans ce cas a été créé sous le nom GVL_1. Donc encore une fois, nous allons nous connecter à l'automate et pouvoir tester le bon fonctionnement de notre programme. Pour des soucis de simplicité, de lisibilité dans nos manipulations, nous pouvons ajouter dans notre projet une liste de surveillance que nous allons trouver dans l'élément projet, dans le menu projet tout en haut de l'écran. Et cette liste de surveillance, alors couramment appelée table d'animation dans d'autres logiciels,
nous permet de suivre et de forcer et d'écrire l'état de certaines variables sur un tableau un petit peu plus synthétique. Cela nous évite de naviguer de programme en programme pour visualiser l'état d'une variable ou d'une autre, ou d'écrire l'état d'une variable. Pour compléter cette liste de surveillance, il vous suffit ensuite de glisser et de déposer les variables directement dans la liste qui s'affiche en bas de l'écran. Donc une fois testé, nous allons créer un deuxième système de comptage, cette fois-ci pour compter les alarmes qui sont déclenchées, et cette fois-ci pour le faire un petit peu différemment, nous n'allons pas utiliser le bloc de comptage, mais au lieu de ça, nous allons simplement utiliser le bloc front montant, donc le bloc de type rtrig, donc R comme Rising Edge, on retrouve le ftrig aussi qui est le Falling Edge pour les fronts descendants. Donc nous allons utiliser le bloc rtrig et puis nous allons simplement affecter une valeur à une variable, additionner 1 dans une variable à chaque fois que nous détectons ce front montant. Donc voilà, nous constatons que nos deux compteurs fonctionnent bien lorsqu'on démarre les moteurs, ou alors lorsqu'un défaut est détecté. Donc dans notre cas, à chaque fois qu'un moteur est démarré, un défaut est détecté, car il n'y a pas réellement de moteur de raccordé sur nos entrées-sorties, et la discordance est tout le temps vraie. Alors c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine étape, dans le prochain chapitre, nous parlerons cette fois-ci des fonctions et des blocs fonctionnels.